Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment jouer à Naruto Card Game. Je vais vous apprendre les règles de A à Z, de la mise en place du terrain jusqu'au déroulement d'un tour complet pour qu'à la fin, vous ayez toutes les clés en main pour vous lancer sur le nouveau TCG de Bandai. Mais petite précision, les règles définitives n'étant pas encore disponibles, cette vidéo se base sur les retours et informations de la Gen Con. Si certains points évoluent, je vous l'indiquerai dans un commentaire épinglé. Maintenant que c'est dit, on va commencer par la base, le terrain et les différentes zones qui le composent. Donc pour le terrain, vous avez trois grandes zones essentielles. La première, bien sûr, c'est la zone de personnages. C'est là où vous allez mettre vos personnages qui vont vous aider à gagner la partie, à attaquer. En dessous, vous avez ce qu'on appelle la zone support. C'est la zone la plus importante. C'est là où vous allez placer vos cartes qui vont retourner la partie. Et en dessous, vous avez votre chakra. Ça aussi, très important. On en reparlera juste après. Pour ce qui est de la carte juste à côté de votre zone support, c'est vous-même, entre guillemets. Il s'agit donc de votre leader. Et juste en dessous, on a ce qu'on appelle la carte d'invocation. Votre deck, votre cimetière et la zone de cartes bannies. Maintenant qu'on a vu de quoi est composé le terrain, il y a certaines restrictions sur ce terrain. Les cartes personnages, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite là-dessus. Par contre, il y a des limites pour la zone support et pour la zone de chakra. Vous êtes limité à 5 cartes maximum. Vous ne pouvez pas donc avoir plus de 5 cartes support sur le terrain ainsi que 5 cartes chakra. Maintenant, nous allons un peu plus parler du deck. De quoi est composé un deck? Donc un deck est composé de 50 cartes et dans ces 50 cartes, vous pouvez avoir jusque 4 exemplaires maximum d'une carte. Donc ça se joue avec des playsets de 4. Et par contre, il faut que ces cartes soient de la couleur de votre leader. Comme je vous ai dit, c'est la carte qui vous représente dans le jeu, mais c'est également la carte qui va définir votre deck. De par la stratégie, parce que le leader a un effet, donc on va construire forcément son deck en fonction de l'effet de notre leader, mais également en fonction de sa couleur. Par exemple là, mon Sasuke est de couleur bleue, toutes les cartes présentes dans mon deck est de couleur bleue. Et dans ces 50 cartes, vous n'intégrez pas votre chakra, votre leader et votre carte d'invocation. Ça, c'est des cartes qui sont mises sur le terrain directement en début de partie. Actuellement, votre deck est composé que de cartes personnages. Il n'y a pas d'objets, pas de technique, etc. Donc, c'est vraiment 50 cartes personnages. Mais ces personnages sont différents. Et on va voir ça tout de suite. Vous avez des personnages dits vanilla. Donc, c'est des personnages sans effet, à effet, qui vont faire des actions soit en attaquant, en arrivant sur le terrain, et des personnages à effet chakra. Ça, c'est les plus importants, mais on en reparlera juste après. Et enfin, les cartes personnages X. Alors ça, c'est vos personnages les plus puissants. Et comme vous pouvez le voir, ils sont déjà très différents visuellement. Et ils ont toute une méthode d'invocation un peu différente. Et il nous reste quand même un personnage à noter, c'est le leader. Parce qu'il est compté un peu comme un personnage, même s'il est à part, il a sa zone à lui, c'est quand même un personnage avec lequel vous allez pouvoir faire des interactions, attaquer, des effets, etc., etc. Bon, maintenant qu'on a vu un peu le terrain, qu'on a vu les personnages, comment est-ce qu'on gagne une partie de Naruto Card Game? Eh bien, ça va se passer avec votre leader. En regardant la carte du leader, vous voyez justement en bas à droite des points de vie. Et ces points de vie, justement, s'ils arrivent à 0, vous perdez la partie. Donc c'est un jeu où il va falloir réduire les points de vie du leader adverse à 0 pour gagner. Et pour ce faire, chaque personnage a en haut à gauche justement un petit chiffre qui indique les points de dégâts qu'il inflige au leader adverse. Donc avec nos personnages, on va avoir le choix d'attaquer le leader adverse pour réduire ses points de vie à 0 ou alors attaquer les autres personnages adverses pour nous empêcher, nous, de prendre des dégâts. Et maintenant, comment invoquer ces fameux personnages? On va utiliser cette fameuse carte d'invocation. Alors, à quoi elle sert? Dans ce jeu, vous êtes limité à une invocation normale par tour. Donc, par invocation normale, j'entends chaque personnage peut être invoqué sur le terrain. Il n'y a pas de restriction parce que c'est un gros personnage avec une grosse attaque, qu'il est vraiment plus puissant que d'autres, etc., etc. Non, chaque personnage peut s'invoquer dans la zone personnage et pour ce faire, vous avez juste à engager, donc tourner votre carte d'invocation et l'invoquer sur le terrain. Par contre, quand un personnage est invoqué sur le terrain, il a ce qu'on appelle le mal d'invocation.
comme dans plein d'autres jeux de cartes, lorsque vous invoquez un personnage, il ne peut pas attaquer tout de suite. Il va falloir attendre votre prochain tour pour commencer à attaquer avec. Mais il n'y a pas qu'avec les personnages que vous pouvez interagir lors d'une partie pour essayer de la remporter. Et c'est là qu'on va attaquer un point très important, une des grosses particularités de ce jeu, c'est-à-dire les cartes support. Je vous ai dit précédemment que vous avez des personnages justement avec écrit chakra. Ces cartes-là sont des cartes que vous allez pouvoir placer dans votre zone support. Vous pouvez en placer autant que vous voulez pendant votre tour, ça n'a pas d'importance du moment que vous n'allez pas au-dessus de 5. Et c'est des cartes que vous allez pouvoir activer en réponse à des interactions, en réponse à des choses qui se passent dans le jeu, tout en lisant l'effet de la carte. Et donc comment on peut les jouer, ces fameuses cartes support? Comment je peux activer leurs effets? Eh bien ça, c'est grâce au chakra. Le chakra que vous avez juste en dessous de vos cartes support, ça va être ce que vous allez payer pour pouvoir les jouer. Sur chaque carte, vous avez justement un petit coup dans l'effet. Vous avez la petite zone où il y a écrit chakra et juste à côté, vous voyez le nombre de chakras que vous devez utiliser pour activer l'effet de la carte pour pouvoir la jouer. Par exemple, j'ai cette Karine que je souhaite jouer. Elle me dit que durant le tour adverse, je peux l'invoquer et je gagne 2 points de vie. Donc je vais payer mes 1 de chakra, je vais l'activer. Par contre, à ce moment-là, j'attends de voir si mon adversaire a une réponse. Parce que oui, c'est un jeu à réponse. Donc j'active quelque chose. Est-ce que mon adversaire a quelque chose à activer de son côté? Parce qu'il peut très bien avoir une carte qui dit annuler l'effet d'une des cartes support. Ou peut-être autre chose à activer de son côté, je sais pas. Du coup, l'adversaire a un droit de réponse. Si jamais il n'a rien, il laisse passer donc l'effet de ma carte. Moi, je gagne 2 points de vie supplémentaires et j'invoque ma Karine sur le terrain parce que c'est son effet. Par contre, les cartes support, vous n'êtes pas obligé de les mettre en zone support. C'est pas parce qu'il y a un encadré justement avec chakra, etc. que vous êtes obligé de les mettre ici. Vous pouvez complètement les invoquer normalement sur le terrain grâce à votre invocation normale. Mais dans ce cas-là, ce seront juste des personnages sans effet. C'est pas parce qu'elles ont un effet support qu'elles sont condamnées à être obligatoirement mises dans cette zone. Et bien sûr, vous pouvez activer autant de cartes support que vous le voulez. Du moment que vous avez le chakra nécessaire et que vous remplissez les conditions d'effet de la carte. Mais attention, lorsque le chakra est utilisé, il ne se redresse pas. Parce qu'à la différence de toutes vos autres cartes qui se redressent une fois votre tour arrivé, le chakra quant à lui reste engagé, il ne se redresse pas. Il n'y a pour cela qu'un seul moyen de le faire, grâce à votre leader. Votre leader a énormément d'utilité lors d'une partie. Déjà comme je vous l'ai dit, avec lui vous pouvez attaquer des personnages, vous pouvez attaquer le leader adverse. Il a un effet très important qui va être donc essentiellement la mécanique de votre deck. Par exemple, moi j'ai ce Sasuke qui a donc l'effet de me faire piocher une carte et d'en replacer une de ma main au-dessus du deck. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la ligne juste en dessous, le rectangle orange. Engagez cette carte et remettez toutes vos cartes chakra face recto. Donc c'est grâce à votre leader que vous allez pouvoir redresser toutes vos cartes chakra. Et ce qui va donc impliquer un choix. Parce que soit vous allez pouvoir engager votre leader pour attaquer les personnages adverses ou le leader adverse, ou soit du coup l'engager pour redresser votre chakra. Voilà, ça c'est un choix que vous allez avoir à chacun de vos tours. Est-ce que je vais plutôt attaquer avec mon leader ou est-ce que je vais plutôt redresser mon chakra pour pouvoir ensuite, pendant le tour adverse ou pendant mon tour, activer des cartes support. Maintenant, avant de passer à la suite, il nous reste encore un type de personnage à voir. Et il s'agit des cartes X. Donc les cartes X sont vos personnages les plus puissants. Par plus puissants, j'entends que déjà, eux, ils ont une méthode d'invocation différente de vos autres personnages. Jusqu'alors, vos personnages, vous ne pouvez en invoquer qu'un seul par tour en engageant votre carte d'invocation. Les cartes X, eux, n'ont pas besoin de cette carte d'invocation. Eux, ils s'invoquent d'une autre manière. Pour cela, vous avez juste à lire votre carte pour connaître leur méthode d'invocation. Par exemple, moi, mon Sasuke me dit que pour l'invoquer, je dois prendre un de mes personnages et un de mes personnages Taka et les mettre dans le cimetière. Et en plus de cela, il a de gros effets. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il a ce qu'on appelle rush. Ça veut dire qu'il peut attaquer tout de suite. Il n'a pas le mal d'invocation comme les autres personnages. Et en plus, je peux cibler un personnage sur le terrain et l'envoyer au cimetière tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment en fait des cartes très puissantes. Et en plus, comme ils ne sont pas tributaires de la carte d'invocation, vous pouvez très bien
invoquer normalement un personnage et tout de suite en fait l'enlever pour mettre un personnage X. Vous voyez, c'est vraiment très fort. Bon écoutez, maintenant qu'on a vu à peu près tout, on va passer à la phase d'attaque. Parce que je vous en ai toujours pas parlé de comment attaquer. Alors je vous ai déjà expliqué que quand on attaque le leader adverse, il faut regarder les chiffres qui sont en haut à gauche. Donc ça c'est les points qu'on va infliger au leader adverse. Mais il y en a d'autres à droite de chaque carte. Le premier, il s'agit donc de l'attaque du personnage et juste à côté, ses points de vie. Imaginons que je décide d'attaquer un autre personnage adverse, mais pas le leader cette fois-ci. Pour commencer déjà, il faut que le personnage adverse soit engagé, donc que la carte soit tournée. Parce que je ne peux pas attaquer des cartes qui sont debout. Il faut obliger qu'elles soient couchées. Sauf le leader. Lui, c'est le seul personnage en fait où on peut l'attaquer tout le temps en continu, même s'il n'est pas couché. Il y a juste les personnages adverses qui doivent être couchés pour pouvoir les attaquer. Donc imaginons j'attaque avec mon Itachi. Itachi a 8 de puissance et 8 de points de vie. Imaginons j'attaque une Hinata par exemple. Hinata, elle a 5 d'attaque et 5 de points de vie. Forcément, mon Itachi a plus de puissance, donc la Hinata va aller au cimetière si l'adversaire n'a pas de réponse avec ses cartes support, bien évidemment. Mais par contre, moi, je ne vais pas prendre les 5 d'attaque de la Hinata. Moi, je vais rester tel quel. Il n'y a pas d'échange en fait. C'est pas moi j'attaque à 8, mais du coup vu que tu m'attaques à 8, moi j'ai 5 de puissance, je te mets 5 de puissance également sur ton personnage. Non, vous prenez vraiment votre attaque, les points de vie du personnage adverse et c'est fini. Il n'y a pas d'échange, donc votre personnage ne prendra pas de dégâts. Ça c'est vraiment une chose très importante à prendre en compte. Donc ensuite votre personnage est engagé, ça veut dire qu'au tour adverse, lui s'il a d'autres personnages, il va pouvoir vous attaquer. Donc il pourra complètement attaquer mon Itachi, vu qu'il est engagé. Écoutez, je pense qu'on a vu pas mal de choses, je vous ai à peu près tout dit. Maintenant ce que je vous propose, c'est de voir comment se déroule un tour complet. Le premier joueur, celui qui commencera en premier, piochera une carte supplémentaire et le deuxième piochera 2 cartes supplémentaires. Et en plus de ça, le deuxième joueur aura ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire qu'il va pouvoir décider de garder sa main ou pas. Donc moi, pour cette démonstration, je vais décider de commencer en premier. Et pour décider, classique, hein, on lance le dé, on fait un Shifumi, ça c'est vous qui voyez. En commençant, on a nos 5 cartes chakra, on a notre carte d'invocation, on a notre carte personnage et à partir de là, on commence avec 5 cartes en main. Mon adversaire, lui, a le choix du mulligan. On va dire qu'il décide de changer sa main. Donc il remet ses cartes dans le deck, il en repioche 5. Moi, je commence, je pioche donc ma 6e carte. Je vais faire mon effet leader, prendre la carte du dessus de mon deck, l'ajouter à ma main et en remettre une au-dessus du deck. Je vais faire mon invocation normale, donc là imaginons je pose un Jugo. Je pose ensuite quelques cartes en support et comme c'est le premier tour, je ne peux pas attaquer. Je décide donc de terminer mon tour ainsi. C'est au tour de mon adversaire. Cette fois-ci, on pioche le nombre de cartes qu'on piochera à chaque tour, c'est-à-dire 2 cartes. Là, mon adversaire donc va piocher 2 cartes. Il va faire donc son tour classique, poser des cartes en support, invoquer normalement et ensuite, fin du tour, c'est à moi. Donc à partir de là, moi, je redresse ma carte d'invocation et je pioche 2 cartes, puisqu'à partir de là, on pioche 2 cartes. Et maintenant, on va pouvoir attaquer. Parce que au premier tour, donc quand c'était mon tour, je ne pouvais pas attaquer. Au deuxième tour, donc le tour de mon adversaire non plus, il ne pouvait pas attaquer. Et c'est à partir du troisième tour, donc maintenant, qu'on peut attaquer. Classique, effet leader, prendre la carte du dessus de mon deck, l'ajouter à la main et en remettre une au-dessus. Ensuite, je vais faire mon tour classique. Invoquer normalement, poser des cartes en support, faire l'effet de votre leader ou alors poser des cartes support, effet leader, attaque, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis dans les actions. Donc vu qu'on est au troisième tour que je peux attaquer, je vais décider d'attaquer. Donc je vais prendre mon Jugo, je vais attaquer le leader adverse et donc j'ai l'effet de Jugo qui s'applique. S'il s'agit d'un personnage Taka ou d'un personnage Sasuke au-dessus de mon deck, je peux l'invoquer sur le terrain. Et évidemment, grâce à l'effet de mon leader, je sais exactement ce que j'ai mis au-dessus de mon deck. Donc du coup, l'effet de Jugo s'applique et ma carte est invoquée sur le terrain. Bien sûr, mon adversaire a un droit de réponse. Il a posé des cartes en support. Est-ce que du coup,
mon attaque passe ou pas. Si jamais elle passe, eh bien il va perdre 2 points de vie sur son leader, comme mon Jugo inflige 2 de dégâts. Et voilà, ensuite c'est à son tour. Il fait des actions aussi, invocation normale, invocation X, poser des cartes en support. Il m'attaque, est-ce que moi, du coup, j'accepte l'attaque? Est-ce que j'ai pas des cartes support à activer? Oui, non, etc., etc. Voilà, vous voyez à peu près comment se déroule le jeu, comment se déroule une partie. C'est donc un jeu avec pas mal d'interactions, pas mal de prises de décision, pas mal de choix à faire également. Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je laisse passer ou pas? Est-ce que j'attaque plutôt les personnages, plutôt le leader? Voilà, c'est comme ça que se joue Naruto Card Game. J'espère en tout cas avoir été le plus clair possible. J'espère vous avoir donné également envie de vous lancer dans ce jeu qui est vraiment pour moi incroyable. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le gameplay récemment du coup avec ce qui s'est passé à la Gen Con, tout de suite eu envie de me mettre dedans. J'en profite également avant de terminer cette vidéo pour un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Obscurity, Sébastien de mon vrai prénom. Je suis sur YouTube depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai commencé ma chaîne avec Yu-Gi-Oh! Beaucoup de tournois, beaucoup d'événements. J'ai participé à pas mal de projets également autour du jeu. Donc j'étais vraiment très impliqué dans Yu-Gi-Oh! Jusqu'à l'arrivée de l'Orcana, où là j'ai basculé sur l'Orcana. Pareil, énormément de compétitions. J'ai même monté une équipe. Enfin, c'était vraiment de très très belles années. Jusqu'à peu près 2 ans maintenant où j'ai vraiment stoppé les réseaux sociaux, stoppé YouTube, stoppé les TCG en général pour me reconcentrer sur moi et sur ma nouvelle vie. Mais là, avec l'annonce de Naruto, ça m'a vraiment remotivé, redonné envie de faire du contenu, recommencer en fait à partager avec vous tout simplement une aventure, cette fois-ci sur le TCG Naruto qui... En plus de ça, n'est pas encore sorti. Donc on va vraiment vivre ensemble pendant cette année. À l'heure où je tourne cette vidéo. Pendant 1 an en fait, on va vivre ensemble l'arrivée de ce jeu. Partager du contenu. Et j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à me suivre dans ce nouveau parcours. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous êtes intéressé par ce TCG, à vous abonner et également me suivre sur Instagram. Je publie beaucoup de contenu Naruto un peu tous les jours, donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes autant hypé que moi ou pas, ou si vous avez des questions, peu importe. L'espace commentaire est là pour ça. Moi je vous remercie en tout cas et ça me fait vraiment plaisir de toutes et tous vous retrouver sur YouTube. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Obscurity. Ciao les gens.